Mars est une planète aride, rocheuse et stérile. Il est difficile d'imaginer qu'il fut un temps où la planète rouge aurait pu avoir un paysage similaire au nôtre. Mais les scientifiques pensent que c'était le cas il y a des millions d'années et que Mars abritait alors de vastes océans d'eau liquide. Début 2021, la NASA a envoyé son rover le plus avancé sur la planète rouge. Sa mission est de rechercher tous les signes de vie microbienne qui puissent suggérer le passé de cette planète. Ils ont nommé le rover Persévérance, ou Percy pour faire court. Même l'atterrissage initial de Percy sur Mars a été une avancée scientifique. Le rover s'est posé en utilisant l'autonavigation ainsi que des caméras embarquées pour suivre la surface de la planète et trouver l'endroit idéal pour se poser. Cela aide les scientifiques à déterminer les meilleures options d'atterrissage pour les futures missions sur Mars. Percy parcourt actuellement la planète rouge, guidé par un nouveau système d'autonavigation très avancé. Il passe la majeure partie de ses journées à analyser les formations rocheuses. Percy est équipé d'un laser de pointe qui tire un minuscule rayon dans les roches. Le laser crée un plasma à partir des échantillons rocheux. Ensuite, le spectrographe embarqué de Percy analyse le plasma pour identifier la composition chimique de la roche. Deux des découvertes les plus importantes de Percy jusqu'à présent sont des roches qui ont été surnommées Maz et Yigo. Ces mots viennent du dialecte navajo en hommage à un ingénieur de la NASA de la tribu amérindienne des Navajos. Maz signifie Mars et Yigo signifie diligent. Ces deux roches ont une composition semblable à celle du sel, ce qui signifie que ce sont des roches ignées. Si tu n'es pas familier avec les espèces de roches, sache que le terme igné signifie que la roche a été formée à partir d'une éruption volcanique. La forme actuelle de Maz et Yigo suggère qu'elles ont été moulées par un environnement aqueux. Cela pourrait être la preuve que Mars était autrefois rempli d'eau. Une autre chose intéressante découverte récemment a été surnommée Arbor Seal, autrement dit le phoque. Il s'agit d'une roche sombre et lisse qui, selon les scientifiques, a été sculptée par de puissants vents du nord-ouest et qui ressemble à cet animal marin 6 joueurs. Depuis des décennies, les scientifiques ont émis des théories sur les vents et les conditions météorologiques sur Mars. Cette découverte semble confirmer leur modélisation météorologique actuelle de la planète. Percy a renvoyé plus de 20 000 images depuis son arrivée sur Mars en février, y compris un selfie qui a mis Internet en émoi. Des fichiers audio ont également été envoyés depuis la mission sur Mars. Pour la toute première fois, nous pouvons écouter les sons ambiants sinistres des vents extraterrestres sur le paysage martien. Tout cela grâce au microphone embarqué du rover. Pour la toute première fois également, de l'oxygène a été produit à l'aide de la technologie humaine sur une autre planète. À l'intérieur de Percy se trouve une boîte plaquée d'or de la même taille qu'une batterie de voiture. C'est l'unité MOXIE. MOXIE est l'acronyme de Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment. Oui, c'est un peu long à dire. L'atmosphère de Mars est composée à 95% de dioxyde de carbone. L'unité MOXIE diffuse le dioxyde de carbone et grâce à un processus chimique complexe, le transforme en oxygène. L'unité a produit une quantité modeste, mais tout de même historique, de 5 grammes d'oxygène. Cela équivaut à environ 10 minutes d'air respirable. C'est aussi un bon signe en vue de ce que l'on pourrait faire à l'avenir. Qui sait, peut-être qu'un jour MOXIE pourra produire suffisamment d'oxygène pour alimenter une colonie humaine sur Mars. Pour l'instant, les scientifiques se concentrent davantage sur le fait que MOXIE produise suffisamment d'oxygène pour créer du carburant pour fusée. Pour propulser un vaisseau spatial moderne de taille standard sur Mars, il faudrait 7 tonnes de carburant pour fusée et 25 tonnes d'oxygène. Ce serait bien trop lourd pour qu'un vaisseau spatial puisse les apporter depuis la Terre. Donc, s'il doit y avoir un jour une mission habitée vers et depuis Mars, il doit y avoir un moyen de créer du carburant sur la planète. Pour ceux qui s'inquiètent de la solitude de Percy, il a en fait un compagnon spécial avec lui. Rangé à l'intérieur du rover lors de sa descente vers Mars, il y avait un petit hélicoptère coûteux nommé Ingenuity, mais appelons-le Genie pour faire court. Le développement de ce mini-hélicoptère a coûté 80 millions de dollars à la NASA. Mais chaque centime en a valu la peine, car Genie est entré dans l'histoire en effectuant le premier vol de drone motorisé sur un autre monde. Genie a été un exploit scientifique car les ingénieurs ont d'abord lutté pour concevoir un hélicoptère assez petit pour être rangé dans un rover interplanétaire, mais assez puissant pour s'envoler depuis une autre planète. Après le succès de Genie, les scientifiques collectent maintenant les données de cet hélicoptère unique en son genre pour aider à la conception de micro-drones intelligents ici sur Terre. L'hélicoptère est utilisé pour explorer les terrains qui ne conviennent pas au rover. Genie plane au-dessus du paysage martien afin de collecter des données et prendre des photos aériennes à renvoyer sur Terre.
Genie est alimenté par des panneaux solaires situés au-dessus des pales du rotor. Les scientifiques craignaient que les panneaux ne soient recouverts d'une épaisse couche de poussière martienne et que l'hélicoptère ne soit plus alimenté. Heureusement, le flux d'air provenant des pales nettoie automatiquement les panneaux solaires de Genie. À l'intérieur de ces mécanismes, Genie transporte un petit morceau de tissu de la taille d'un timbre-poste provenant de l'avion historique de 1903 des frères Wright. C'est un hommage aux pionniers de l'aviation. Le rover Curiosity a atterri pour la première fois sur Mars en 2012 et erre sur la planète rouge depuis plus de 12 ans. Curiosity n'a pas été conçu pour détecter la vie comme l'a été Perseverance, mais plutôt pour déterminer si Mars possède les éléments nécessaires au développement de la vie. Cela comprend des éléments comme de l'eau liquide, du carbone et des sources d'énergie. Curiosity a trouvé un site que les scientifiques ont appelé la baie de Yellowknife. Ce site abritait autrefois un lac. Le rover a découvert des minéraux laissés par les eaux, montrant que l'eau du lac n'était ni trop acide ni trop salée. Elle aurait eu un pH équilibré. Du carbone, de l'azote et d'autres éléments qui pourraient potentiellement soutenir la vie ont tous été trouvés dans le cratère de l'ancien lac. Et le plus important, c'est que Curiosity a trouvé des sources d'énergie potentielles pour la vie microbienne. Alors peut-être qu'il pourrait bien y avoir une vie sur Mars après tout. Curiosity est entré dans l'histoire en étant le premier rover martien à être témoin et à mesurer une tempête de poussière à l'échelle planétaire. Tout comme sur Terre, le vent souffle constamment sur Mars et érode les couches géologiques. Cela crée beaucoup de poussière qui finit par former de gros nuages. Les nuages de poussière absorbent la lumière du soleil et se réchauffent, ce qui rend les vents plus intenses. Sans pluie ni océan, les nuages deviennent parfois si gros qu'ils enveloppent toute la planète et créent une tempête de poussière géante. En 2018, Curiosity a assisté à l'une de ces grandes tempêtes depuis la surface martienne. Il a constaté que la lumière du soleil sur la planète avait diminué de 97% et que de nombreuses grandes dunes de sable avaient été laissées derrière lui. Curiosity a passé plus de 10 ans à mesurer les radiations de l'environnement martien. Cela permet aux scientifiques de déterminer si les humains peuvent visiter la planète rouge en toute sécurité sans être irradiés. Jusqu'à présent, les nouvelles sont encourageantes et les niveaux de radiation de Mars sont comparables à ceux que connaissent les astronautes à bord de la Station spatiale internationale. Cela signifie que les astronautes pourraient endurer un aller-retour de longue durée sans avoir à trop s'inquiéter des radiations. Mars abrite le plus grand volcan du système solaire, Olympus Mons. Ce volcan géant mesure 22,5 km de haut, soit environ 2,5 fois la taille du mont Everest. Le volcan s'est formé il y a des millions d'années, à une époque où Mars était rempli d'innombrables volcans, crachant de la lave en fusion sur la surface de la planète. Olympus Mons est un volcan bouclier, donc plutôt que de cracher violemment de la lave et des flammes dans les airs, la lave s'écoulait lentement le long des parois du volcan. C'est ce qui lui donne son aspect bas et trapu et une pente moyenne de seulement 5%. Âgé de seulement quelques millions d'années, Olympus Mons est encore un volcan assez jeune. Pour cette raison, les scientifiques pensent qu'il pourrait potentiellement être encore actif. Il pourrait donc entrer en éruption à un moment donné dans le futur. Le rover Curiosity ne se contente pas d'observer la géologie locale, il prend aussi note de ce qui se passe dans le ciel. En mars 2021, il a capturé ces couleurs chatoyantes et iridescentes dans le ciel, appelées nuages nacrés. Ce phénomène coloré se produit généralement peu de temps après la formation des nuages, lorsque toutes les particules du nuage ont une taille presque identique. La NASA et la Chine prévoient toutes les deux d'envoyer des humains sur Mars. Les deux agences spatiales s'apprêtent à lancer les premières missions avec équipage d'ici 2033. C'est-à-dire au moment où Mars et la Terre joueront au chat et à la souris. Et ce n'est pas tout. D'autres missions pourraient être lancées en 2035, 2037 et au-delà. L'objectif ultime est de construire un habitat martien pour l'exploration et la recherche future. Alors, comment vont-ils s'y prendre? Essayons de le découvrir. Se rendre sur Mars n'est pas aussi simple que de sauter dans une fusée. La distance entre nos deux planètes peut varier considérablement avec le temps, allant d'environ 573,27040 km à 4,2336 km. Et même avec notre meilleure technologie, il faut 6 à 9 mois pour se rendre sur la planète rouge. Ainsi, un voyage aller-retour vers Mars impliquerait de passer 3 ans loin de la Terre, de subir des radiations supplémentaires et de flotter en microgravité. Mais le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a de bonnes nouvelles à t'annoncer. Des scientifiques travaillent sans relâche à concevoir une mission à architecture minimale vers Mars.
Ils pensent que 2033 est l'année idéale pour réaliser cette mission. Voici ce qu'il en est. Tous les 15 ans, les planètes rocheuses, Vénus, la Terre et Mars, s'alignent parfaitement pour créer une zone cosmique idéale. La mission tirera le meilleur parti de cet alignement rare et effectuera une manœuvre d'assistance gravitationnelle épique en utilisant Vénus. C'est un peu comme si nous recevions un coup de pouce d'un lance-pierre planétaire. Nous accélérerons notre vaisseau spatial et réduirons ainsi la nécessité de produire notre propre propulsion. Le rapport évoque également des idées très intéressantes, comme l'utilisation de l'énergie nucléaire pour les moteurs des engins spatiaux et l'utilisation des ressources martiennes pour fabriquer des objets. Ces technologies pourraient accélérer les voyages spatiaux, protéger les astronautes des radiations et faciliter la vie dans l'espace. Elles pourraient même nous permettre de créer des ressources et du carburant sur Mars. Voici donc comment se présente le projet. Dans un premier temps, nous lancerons le vaisseau spatial en direction de Mars. Il passera environ 30 jours en orbite haute, explorant et recueillant de précieuses données. Ensuite, il retournera sur Terre, en passant rapidement par Vénus. L'aventure durera donc environ 570 jours, soit 1,6 années. Et une aventure plus courte signifie moins d'exposition aux radiations. Il ne faut pas oublier que cette mission se concentrera sur l'orbite de Mars plutôt que sur le débarquement sur sa surface. Il s'agit simplement de préparer le terrain pour de futures missions d'atterrissage. Tout comme la mission Apollo 8 qui a orbité autour de la Lune avant l'atterrissage historique d'Apollo 11. Atterrir sur Mars en 2033 est peut-être un peu trop ambitieux en raison des contraintes financières, mais qui sait, si tout se passe bien, cela pourrait devenir une réalité. Et maintenant, la partie la plus intéressante. Nous n'avons pas besoin de nouvelles technologies ou de véhicules sophistiqués pour tout cela. Nous utiliserons ceux qui sont déjà en production ou à l'étude dans le cadre du programme Artemis pour la Lune. Détaillons notre véhicule de mission martienne. Un grand puzzle composé de nombreuses pièces. Et devine quoi? Il a été assemblé par une communauté de passionnés de l'espace en 2017. En effet, ce ne sont pas les scientifiques qui ont commencé à le fabriquer. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus d'une simple idée fantastique. La plupart de ces choses sont déjà en train de se concrétiser, étant fabriquées ou planifiées par la NASA. Jetons donc un coup d'œil à ce concept. Tout d'abord, il y a le vaisseau spatial Orion. C'est le vaisseau qui emmènera l'équipage en orbite autour de la Terre et le ramènera sain et sauf à la maison. C'est une sorte de taxi spatial très sophistiqué, et c'est peut-être le taxi le plus performant qui ait jamais existé. Il est équipé de 3 puissants étages de propulsion. Nous utilisons également un carburant spécial qui n'a pas besoin d'être ultra froid comme dans les films. Ensuite, il y a le Earth Departure Stage, l'étape du départ de la Terre. Il s'agit d'une partie importante de la mission. Elle nous aide à effectuer une poussée puissante qui nous enverra sur Mars. Ensuite, il y a l'habitat de transit martien. C'est là que l'équipage vivra et se détendra pendant son voyage vers Mars, comme dans une maison spatiale confortable avec tout ce dont il a besoin pour être à l'aise. Et enfin, l'étage de descente dans l'orbite martienne. Lorsque nous atteindrons Mars, cet engin impressionnant nous aidera à ralentir et à entrer dans son orbite en douceur. C'est notre expert en manœuvre. Même l'habitat de transit martien est en cours de développement et pourrait même être testé dans quelques années. Cela signifie que nous sommes sur la bonne voie pour que tout soit prêt pour notre incroyable mission sur Mars d'ici 2033. En d'autres termes, il s'agit de travailler avec ce que nous avons et de faire en sorte que les choses se passent bien. Parlons maintenant du calendrier du projet. Mi-2028, l'action va commencer. Tout d'abord, il faudra effectuer quelques vols d'essai. Nous enverrons 2 étages à l'avance pour nous assurer que nous pouvons revenir sur Terre en toute sécurité. Ces 2 étages se rejoindront, comme 2 vaisseaux spatiaux, qui deviendraient les meilleurs amis du monde. Ils se mettront en orbite autour de la planète rouge et reviendront ensuite à la maison. Pour ce faire, nous utiliserons de puissantes fusées et 13 lancements commerciaux. Ce sera une grande fête de l'espace. Fin 2032. Après tout cela, nous lançons le véhicule de mission martien entièrement assemblé sur l'orbite terrestre haute. Jusque-là, c'est un véhicule vide qui attend des astronautes. Si tout va bien, il sera prêt pour la vérification finale. Mars 2033. Il est temps pour notre courageux équipage et son vaisseau spatial Orion de se joindre à la fête. Nous les lançons et ils rejoignent le Mars Mission Vehicle en orbite terrestre. Ils s'assureront que tout est en ordre avant le départ pour Mars. La flexibilité est importante, afin que nous puissions ajuster nos plans si nécessaire.
avril 2033. Tout le monde est prêt pour l'aventure. Nous effectuons une puissante combustion, comme une grande poussée qui nous envoie sur le chemin de Mars. L'équipage voyagera pendant environ 200 jours. Novembre 2033. Enfin, l'équipage atteint la planète rouge. Une fois en orbite autour de Mars, les astronautes passeront environ 30 jours à explorer la planète et à faire des choses géniales dans l'espace. Mars sera notre terrain de jeu. Au moment de rentrer chez eux, ils diront au revoir à l'étage qui les a aidés à se mettre en orbite autour de Mars. Ensuite, leur véhicule rejoindra les 2 étages que nous avons envoyés en amont. Vous vous souvenez de ces copains de l'espace? Il faudra ensuite environ 340 jours pour que l'équipage revienne sur Terre. C'est là que nous utiliserons la gravité de Vénus pour tourner autour du Soleil. Pour maintenir l'équipement et l'équipage à la bonne température, nous aurons un parasol qui nous protégera de la chaleur du Soleil, puisque nous en serons très proches. Enfin, Orion rentrera dans l'atmosphère terrestre et se jettera à l'eau. Quelle fin héroïque! Et ce n'est que le début. Notre formidable équipe a un autre projet pour les aventuriers les plus courageux. Il s'agit d'une trajectoire en conjonction avec une mission de longue durée. Elle sera lancée en avril 2033 et durera longtemps, 950 jours. Cela représente plus de 2,5 années, dont 550 jours passés en orbite martienne. Elle nécessite moins de lancements depuis la Terre, mais présente des défis différents, comme le fait de passer plus de temps en microgravité et de faire face à une augmentation des radiations. Nous aurons donc besoin de véritables héros de l'espace pour cette mission. Mais, bien sûr, il y a des obstacles majeurs à franchir avant que tout cela ne devienne réalité. Des experts ont examiné de près le programme Journey to Mars de la NASA et ont constaté qu'il nécessitait de sérieux changements. Il existe quelques domaines à haut risque, comme les systèmes de survie pour les missions de longue durée, l'utilisation de l'énergie solaire pour la propulsion, la production d'oxygène sur Mars, etc. Ils s'inquiètent également des délais, du financement et de bien d'autres choses. Ainsi, selon eux, respecter l'échéance de 2033 pourrait être impossible avec les plans et les budgets actuels. Même l'objectif de 2035 comporte des risques importants et des retards possibles. Mais bon, l'exploration spatiale n'a jamais été facile, n'est-ce pas? Avec une détermination réaliste, tout est possible. Il est fort probable que l'idée d'envoyer des hommes sur Mars se concrétise avant 2040. La NASA s'efforce de mettre au point le plan et les détails qui permettront d'y parvenir. Ainsi, même s'il reste encore des obstacles à franchir avant que cela ne devienne une réalité, le rêve d'envoyer des humains sur Mars est excitant. C'est une aventure passionnante, pleine de défis, de découvertes et d'esprit d'exploration humaine. Alors montrons à l'univers de quoi nous sommes faits, et ce sera surtout du carbone. Que diriez-vous d'un astre mystérieux ayant jadis orbité entre Mars et Jupiter? Aux premières heures du système solaire, un événement catastrophique aurait causé sa destruction. Ce corps céleste hypothétique, baptisé Phaéton, n'a jamais été observé directement. Mais certains pensent que les débris issus de sa désintégration pourraient avoir formé la ceinture d'astéroïdes. Si ce type de contenu vous intéresse, nous vous invitons à manifester votre soutien non hypothétique en vous abonnant. Cela nous est très précieux. Merci. Au début du 19e siècle, l'existence de la ceinture d'astéroïdes n'était pas encore connue. Cependant, en 1801, un astronome identifia Cérès, le plus grand astéroïde de notre système solaire. À cette époque, l'idée qu'une planète se trouvait entre Mars et Jupiter était largement acceptée. Et Cérès semblait un candidat idéal. Mais dès l'année suivante, un autre astronome découvrit un second objet céleste sur une orbite comparable. Un astéroïde qui fut par la suite nommé Pallas. Ces découvertes conduisirent les scientifiques à penser que ces deux corps pouvaient être des fragments d'une ancienne planète ayant existé dans cette région du système solaire. Les observations ultérieures de deux autres astéroïdes, Junon et Vesta, renforcèrent encore cette hypothèse. Ce n'est qu'au XXe siècle que cette planète hypothétique reçut un nom, Phaéton. Ce terme, tiré de la mythologie grecque, signifie « le brillant ». Selon la légende, Phaéton était le fils d'Hélios, le dieu solaire, qui traversait quotidiennement le ciel avec son char, apportant chaleur et lumière à l'humanité. Un jour, Hélios permit à Phaéton de conduire son char, mais celui-ci perdit le contrôle des chevaux.
Le désastre qui s'ensuivit menaça de réduire la Terre en cendres, contraignant Zeus à intervenir en foudroyant Phaéton pour éviter une catastrophe. L'hypothèse selon laquelle la ceinture d'astéroïdes serait née de la destruction dramatique d'une planète a été qualifiée de théorie de la rupture. Plusieurs scénarios ont été avancés pour expliquer ce destin tragique. Le plus évident suggère que Phaéton aurait été percuté par un immense objet spatial, peut-être un autre corps hypothétique connu sous le nom de Némésis, que certains considèrent comme une étoile compagne de notre Soleil. D'après cette théorie, le Soleil serait accompagné d'une petite étoile dont l'orbite extrêmement elliptique l'amènerait périodiquement à s'approcher du nuage de Oort, cette vaste région peuplée d'objets glacés entourant le système solaire. Ces passages causeraient un désordre considérable, ce qui a valu à cette étoile hypothétique le surnom évocateur d'étoile de la mort. Elle pourrait être une naine rouge ou brune, mais quelle que soit sa nature, on estime que son point orbital le plus éloigné se situe à environ 1,5 années-lumière. Malgré des décennies de recherche, personne n'a encore pu localiser cet astre insaisissable, dont l'existence reste à prouver. Revenons néanmoins à Phaéton. Une autre théorie propose que la planète ait été détruite par un cataclysme interne, ayant littéralement provoqué son éclatement. Cependant, de nos jours, la théorie de la rupture a perdu de sa crédibilité. Elle a été supplantée par la théorie de l'accrétion, qui postule que la ceinture d'astéroïdes se serait formée par un processus d'agrégation progressive. Selon cette vision, des particules initialement en suspension dans un environnement gazeux se seraient regroupées au fil du temps pour constituer des corps de plus en plus imposants. La gravité a permis d'attirer ces particules, favorisant leur cohésion pour former des planétésimaux. Ces petits corps, similaires à des embryons de planètes, qui évoluent ensuite en véritables corps célestes. Les planétésimaux, en entrant régulièrement en collision, se sont développés peu à peu pour devenir des protoplanètes. Ces dernières, à leur tour, ont continué de croître jusqu'à former des corps planétaires. Au fur et à mesure que la masse de ces objets augmentait, les forces gravitationnelles entre les particules se renforçaient, permettant la capture de gaz, de poussière et de glace présents dans le disque nébulaire. Ce processus déclenche un effet boule de neige où l'accroissement de la masse entraîne l'intégration de toujours plus de particules dans ce mécanisme de formation. À terme, les matériaux disponibles s'épuisent, laissant derrière eux de grands corps célestes qui dérivent dans l'immensité obscure de l'espace. Aujourd'hui, de nombreux experts considèrent que la ceinture d'astéroïdes est en fait constituée des vestiges du disque protoplanétaire qui orbitait autour du Soleil avant la formation des planètes. Hélas, cette région n'a jamais pu donner naissance à une planète, principalement à cause de l'influence gravitationnelle de Jupiter, qui a empêché tout regroupement significatif. En définitive, bien que l'histoire de Phaéton ait longtemps captivé l'imagination, elle n'est plus en vogue à présent. Voyageur 1, qui voyage dans l'espace interstellaire depuis plus de 45 ans et arbore aujourd'hui une longue barbe grise, non, je plaisante, a soudainement commencé à envoyer des signaux étranges vers la Terre. Encore plus bizarre, il n'y a aucun signe que la sonde soit abîmée, ni quoi que ce soit de ce genre. Les scientifiques de la NASA essaient désespérément de trouver la raison de cette anomalie. Alors, que s'est-il passé exactement ? Tout d'abord, laisse-moi t'en dire un peu plus sur Voyageur 1 et son long voyage. Voyageur 1 est une sonde spatiale américaine. Les scientifiques de la NASA l'ont envoyée dans l'espace le 5 septembre 1977. L'objectif de Voyageur était d'explorer les planètes excentrées de notre système solaire, à savoir Jupiter et Saturne. Au départ, les scientifiques pensaient que sa mission durerait environ 5 ans. C'est peu de choses que de dire qu'il faisait erreur. La sonde a dépassé toutes les attentes. Non seulement elle a rempli sa mission, mais elle fonctionne toujours. Elle s'est avérée bien plus résistante que prévu. Voyageur 1 parcourt l'espace depuis plus de 45 ans. Il serait difficile de sous-estimer tout ce que Voyageur 1 a accompli pour la science. Tout d'abord, elle a envoyé avec succès de nombreuses photos de Jupiter et de Saturne vers la Terre. Au fait, tu peux admirer ces photos toi-même. Elles sont publiées sur le site de la NASA. Grâce à Voyageur, nous avons aussi découvert plusieurs nouvelles lunes de Jupiter et un système d'anneaux jusqu'alors inconnu. Nous avons appris que la célèbre tache rouge de Jupiter était en fait une tempête géante et super rapide. Et après avoir quitté l'orbite de Neptune, Voyageur nous a aussi envoyé beaucoup de données importantes sur le plasma interstellaire. Ainsi, Voyageur 1 a prouvé avec succès aux scientifiques à quel point elle était utile. Après cela, elle s'est joyeusement dirigée vers son objectif suivant, la ceinture de Kuiper et les confins de l'héliosphère. La ceinture de Kuiper est un anneau de corps glacé qui s'étend de Neptune à une distance d'environ 5 UA du Soleil.
Elle est un peu similaire à la ceinture d'astéroïdes, mais environ 20 fois plus étendue et 100 fois plus lourde. L'héliosphère est une zone autour du Soleil où la pression du vent solaire est équilibrée par la pression du gaz interstellaire. Oui, je sais, ça a l'air un peu compliqué et très pointu, dit comme ça. Mais garde à l'esprit que ces données nous aident vraiment à comprendre l'univers dans son ensemble. C'est donc la dernière mission de Voyageur. Nous en dire plus sur l'espace interstellaire. La sonde nous a déjà envoyé plus de 60 images formant une mosaïque du système solaire à une distance de plus de 6,4 milliards de kilomètres de la Terre. Les scientifiques ont utilisé ces clichés pour composer une grande photo colorée. La photo a été baptisée un point bleu pâle. Et tu as probablement déjà deviné ce qu'est ce point. Oui, c'est à ça que ressemble notre Terre à travers les objectifs de Voyageur. Cette photo montre clairement à quel point nous sommes minuscules. Mais Voyageur 1 a aussi une autre mission, encore plus importante. Raconter à d'autres civilisations ce que nous sommes nous, les humains. Tu as peut-être entendu parler des fameux disques d'or de Voyageur. Les scientifiques ont créé tout un tas de fichiers audio et vidéo et les ont enregistrés sur ces supports. Il y a plusieurs sections. La première contient Bonjour en 55 langues, y compris des langues anciennes et éteintes. Près de 80% des enregistrements sont des morceaux de musique différents. Musique classique, Bach, Beethoven, Mozart, Stravinsky. Musique folklorique de différents pays et différentes époques. Et un peu de blues, par exemple de célèbres chansons de Louis Armstrong et de Chuck Berry. Les 20% restants contiennent des enregistrements de différentes voix humaines, des sons de la nature et des cris d'animaux, ainsi que 116 images codées en signaux audio. Il y a aussi des enregistrements d'un discours de Kurt Waldheim, un ancien secrétaire de l'ONU, et de Jimmy Carter, le président américain de l'époque. Il s'agit simplement de messages amicaux. En plus des disques, les scientifiques ont aussi préparé un instrument pour les lire. Mais ne t'inquiète pas, ils ont aussi envoyé un dessin qui montre comment utiliser tout ce matériel et comment traduire les sons en images. Ils ont ajouté les coordonnées de la Terre, qu'ils ont créées à l'aide d'une carte des pulsars. Elle montre la position du Soleil dans la Voie lactée. Le disque a été emballé dans un boîtier en aluminium et recouvert d'or pour le protéger des radiations et de la poussière cosmique. Avec cet enregistrement, Voyageur 1 a entamé son long voyage. Elle a déjà parcouru une sacrée distance. En ce moment, Voyageur 1 se trouve à 154 unités astronomiques de nous, ce qui représente environ 23,3 milliards de kilomètres. Cela en fait l'objet de fabrication humaine le plus éloigné de la Terre. Avant, c'était la mission Pioneer 10 qui détenait ce record, mais Voyageur l'a dépassé en 1998. Quelle bonne affaire pour la NASA, elle a largement dépassé sa date de péremption. Voyageur 1 est en fait si cool qu'elle a même surpassé sa sœur jumelle, Voyageur 2, qui, soit dit en passant, avait été envoyé dans l'espace 2 semaines plus tôt. Voyageur 1 se déplace à une vitesse de 17 km par seconde, ce qui représente 56 000 km par heure. Pour comparaison, la voiture de sport la plus rapide du monde ne se déplace qu'à 491 km à l'heure. Il est donc difficile de concevoir la vitesse de Voyageur. Quoi qu'il en soit, en ce moment, Voyageur se dirige vers les frontières du nuage de Oort. C'est le nom d'une couche hypothétique d'objets glacés entourant le système solaire. Les astronomes n'ont pas encore confirmé son existence, mais ils sont presque sûrs qu'il est là. Après tout, les trous noirs eux-mêmes n'étaient qu'une théorie il n'y a pas si longtemps encore. Malheureusement, Voyageur 1 ne reviendra pas dans notre système solaire. Elle restera en contact avec la Terre au moins jusqu'en 2025. Puis finalement, le contact sera perdu pour toujours. Dans 300 ans, elle atteindra les frontières du nuage de Oort. Et dans 30 000 ans, je ne serai plus là, moi, elle quittera enfin le système solaire. Enfin, si rien ne lui arrive en cours de route, 10 000 ans après ça, Voyageur 1 s'approchera de l'étoile naine rouge Gliese 445, située dans la constellation de la Girafe. Ensuite, la sonde continuera probablement à se balader dans la Voie lactée. Et maintenant, parlons enfin de ces mystérieux signaux. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, une chose plutôt inhabituelle. Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, qui surveille et contrôle les 2 voyageurs, a signalé ce problème en mai 2022. Notre vieille sonde spatiale a soudainement commencé à envoyer des données étranges vers la Terre. Cette situation laisse même les ingénieurs de la NASA perplexes. Je parie que tu te dis « Oh, allez, elle est probablement simplement tombée en panne » ou quelque chose comme ça. Mais la vérité est que Voyageur 1 va très bien. Elle fonctionne comme d'habitude, reçoit et exécute les commandes envoyées depuis la Terre et continue de collecter et d'envoyer des données scientifiques.
Mais les relevés de l'AACS, qui signifie sous-système de contrôle d'attitude et d'articulation, ne nous montrent plus dans quel état se trouve réellement Voyageur. Ce système assure l'orientation de la sonde dans l'espace et l'aide à rester en contact avec la Terre. Donc en gros, ces signaux signifient que l'orientation de la sonde dans l'espace est perturbée. Mais les scientifiques affirment que ce n'est pas le cas. Ils savent que la source du signal, l'antenne, se trouve dans la même position par rapport à la Terre que prévu. Le problème n'a déclenché aucun des systèmes de protection contre les défaillances. La sonde n'est même pas passée en mode sans échec. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste dans l'univers ? Suzanne Dodd, la responsable du projet, affirme que le problème n'est en fait pas si inattendu. Après tout, Voyageur 1 a déjà 45 ans. L'experte admet que ce qui arrive à la sonde reste un mystère pour eux. Ils ne savent pas exactement d'où proviennent ces données incorrectes. Et la façon dont cela affectera le fonctionnement de Voyageur n'est pas très claire. Elle ajoute cependant que ce n'est pas si surprenant que cela, étant donné que la sonde se trouve dans l'espace interstellaire. Le niveau de radiation y est très élevé. Aucun vaisseau spatial n'a jamais atteint ce point auparavant. Les scientifiques de la NASA disent qu'ils vont continuer à surveiller de près les données provenant de Voyageur 1, jusqu'à ce qu'ils trouvent le problème. S'ils le trouvent, l'équipe directrice essaiera de le résoudre. Sinon, ils devront s'adapter à ces nouvelles conditions. Mais il se peut que la seule compréhension du problème ne suffise pas vraiment. Il faut pas moins de 20 heures et 33 minutes pour recevoir un signal de Voyageur. Et il faut le même temps pour y répondre. Au moins, la deuxième sonde, Voyageur 2, va très bien. Même si elle se trouve aussi actuellement dans l'espace interstellaire à une distance de 19,3 milliards de kilomètres de la Terre. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons qu'attendre des nouvelles et espérer que le problème sera résolu. En fait, je me demande combien de temps Voyageur 1 va encore durer. Sera-t-elle capable de voler jusqu'aux frontières du nuage de Oort dans 300 ans ? Et toi, qu'en penses-tu ? Donne-moi ton avis dans les commentaires. Imagine que tu sois l'une des premières personnes envoyées pour explorer Mars. Alors que tu approches de la planète rouge, quelque chose d'étrange et d'effrayant attire ton attention. Là, oui, juste là. Ne ressemble-t-elle pas à une tête d'ours en peluche ? Qui donc pourrait bien avoir créé le museau d'un ours au beau milieu d'un cratère ? Hélas, ou devrait-on dire heureusement, cette tête d'ours n'a rien de mystérieux. Il s'agit seulement d'un exemple frappant de pareidolie faciale. Il s'agit d'une tendance très humaine à distinguer des visages dans les objets du quotidien. Mais en parlant de cette découverte martienne, devrions-nous renommer le phénomène en pareidolie de l'ours ? D'accord, regarde plutôt ça. Tu vois cette colline en forme de V qui ressemble à un nez. Ensuite, il y a 2 cratères qui ressemblent à des yeux. Enfin, une fracture circulaire, la tête entoure le nez et les yeux. Les experts pensent que ce visage a pu être créé lorsqu'un dépôt s'est déposé sur un cratère d'impact enfoui. Quant au nez, il pourrait s'agir d'une cheminée volcanique ou de boue, entourée de coulées de lave ou de sédiments solidifiés. Quoi qu'il en soit, ce cratère ressemble à la tête d'un ourson. Ça, on te l'accorde, mais grâce à IRIS, la caméra High Resolution Imaging Science Experiment de la sonde Mars Reconnaissance Orbiter, un autre des très nombreux acronymes de la NASA, nous avons pu observer beaucoup d'autres cratères bizarres sur la planète rouge, comme des visages souriants, un oiseau ou un éléphant. Tout d'abord, jetons un coup d'œil au célèbre « Visage de Mars ». Ces images ont été prises pour la première fois par l'orbiteur Viking en 1976. À l'époque, la résolution était évidemment très faible et l'éclairage se trouvait incliné. Ce qui a produit ce résultat qui a choqué les gens dans les années 1970. Un visage taillé dans la roche qui regarde vers la Terre. Cela signifiait-il qu'une autre civilisation sur Mars avait créé ce monument ? Non. Regarde donc une photo du même endroit prise par l'actuel Mars Reconnaissance Orbiter. La résolution est bien meilleure, et le visage s'est miraculeusement transformé en une colline ordinaire. Ou encore, ce tout petit Bigfoot dont l'image a été prise en 2008. On dit tout petit parce que cette créature ne mesure que quelques centimètres. Et lorsque la photo a été prise, Bigfoot ne se trouvait qu'à quelques mètres de l'appareil. Et ici, un petit curieux a zoomé sur un rocher et a repéré quelque chose qui s'apparentait à un gorille. C'est ainsi que certains ont commencé à croire qu'il y avait des singes sur Mars. Oui, vraiment. Permets-nous de te présenter quelques autres exemples de créatures et de visages imaginaires de la planète rouge. La plupart d'entre eux proviennent d'une série d'images prises par la caméra Themis. Elle se trouve actuellement à bord de la sonde Mars Odyssey, qui n'a besoin que de 2 heures pour accomplir une orbite autour de la planète rouge et qui transporte d'importants instruments scientifiques. Faisons maintenant la connaissance de My Happy Martian. Ce cratère de 3 km de large a été photographié en 2008.
La chaîne de cratères suivante ressemble à une grosse abeille, avec ses ailes faites de débris d'impact. L'ensemble a probablement été créé par une météorite tombée à un angle très incliné, et qui s'est brisée en morceaux juste avant l'impact. Vois-tu ici un mammouth laineux ou un éléphant? Les coulées de lave d'une région de Mars ont imprimé cette image sur son sol rougeâtre. La région elle-même, appelée Elysium Planitia, est célèbre pour arborer les plus jeunes coulées de lave de la planète. Par exemple, celle qui ressemble à un éléphant s'est probablement formée au cours des 100 derniers millions d'années. Ah, ça ne me rajeunit pas. Parlons maintenant d'amour, ou plutôt de son symbole, le cœur. Tu aimes ces deux cœurs à la surface de la planète rouge? Celui-ci est en fait le sommet d'une mésa soulignée par le gel environnant. Et cette forme de cœur-ci est due à un cratère d'impact qui a arraché les matériaux sombres de la surface et exposé un sol plus clair en dessous. Une partie de ces matériaux a probablement volé au loin, créant ainsi ce cœur. Et voici un colibri couvert de poussière. Peux-tu distinguer son long bec et sa tête? Les scientifiques ne savent pas exactement comment cette forme est apparue, mais ils pensent que l'érosion et le vent ont joué un rôle dans sa création. Les dépôts minéraux sombres sur ces dunes ressemblent à un loup hurlant à la lune. Et ici, vois-tu une série d'engrenages imbriqués? Et cette image-là ressemble à la lettre T, n'est-ce pas? Ces fractures à angle droit ont été créées par l'étirement tectonique de la croûte martienne. Penses-tu que nous pourrions découvrir d'autres lettres de l'alphabet sur Mars? Pourquoi pas, après tout? Et maintenant, que dire d'une autre chose étrange que les astronomes ont remarqué à la surface de Mars? Est-ce que c'est la porte de la maison de quelqu'un? C'est le rover Curiosity de la NASA qui a transmis cette image à la Terre. Elle est devenue virale. Parce que cette formation juste ici, tu vois, ressemble à s'y méprendre à une porte. Malheureusement, les scientifiques, fidèles à leur esprit cartésien, n'ont pas tardé à nous décevoir. Ils ont avancé qu'il s'agissait simplement d'un élément naturel du paysage martien. Plusieurs indices leur ont fait penser qu'il ne s'agissait pas d'une véritable porte. Par exemple, l'ouverture est minuscule, à peine 1 mètre de haut. Ils sont persuadés que ce que nous prenons pour une porte n'est en fait qu'une anfractuosité dans la roche créée par des forces naturelles, comme le vent et l'érosion. Si tu regardes la roche de près, tu remarqueras peut-être des strates, c'est-à-dire des couches de limon qui ressortent parce qu'elles sont plus dures que le matériau qui les entoure. Ces strates plongent ici, à gauche, et un peu plus haut, à droite. Elles sont probablement apparues, il y a environ 4 milliards d'années, dans le lit d'une rivière, ou une dune, balayée par le vent. Depuis que ces strates sont devenues invisibles, les puissants vents martiens les ont encore plus érodées. Et regarde plutôt ça, tu vois ces fissures? C'est ainsi que les roches se dégradent sur la planète rouge. Cette petite grotte s'est probablement formée lorsque plusieurs fractures ont traversé les strates. Un rocher assez gros a pu s'effondrer sous son propre poids, et c'est ainsi qu'est née l'ouverture en forme de porte. Cette théorie semble tout à fait plausible, car même si la gravité sur Mars n'est pas aussi forte que sur Terre, elle l'est tout de même suffisamment pour accomplir cela. D'ailleurs, tu vois ce rocher à droite de l'ouverture? Il présente un bord vertical étrangement lisse. Ce doit être lui le responsable, et il s'est probablement affaissé il n'y a pas si longtemps. Mais la planète rouge n'est pas la seule à pouvoir se targuer de ces formations inhabituelles. Prenons par exemple cette comète. Cette image a été prise par la sonde européenne Rosetta en 2014. Vois-tu un visage sur son côté droit? Ou prends encore la Lune. Voici son célèbre lapin. Il est assis à l'envers, les oreilles dirigées vers le bas. Certains voient aussi un homme sur la Lune. Il peut s'agir de son visage ou de son corps tout entier. Si quelqu'un distingue la figure humaine dans son ensemble, il aura généralement l'impression qu'elle porte un bâton. Parfois, il s'agit d'un crapaud. Pour le repérer, il suffit de regarder en haut à gauche de notre satellite. Le crapaud est tourné vers le haut, tu vois? Maintenant, regarde cette étoile à neutrons qui tourne sur elle-même. Un tel astre est le noyau effondré d'une étoile gigantesque d'une masse totale de 10 à 25 masses solaires. À l'exception des trous noirs et de certains objets hypothétiques, comme les étoiles à quarks ou les trous blancs, les étoiles à neutrons sont les objets stellaires les plus denses et les plus petits que nous connaissions. Quoi qu'il en soit, revenons à cette étoile en particulier. Comme tu le vois, cet objet spatial situé à 17 000 années-lumière de la Terre est entouré d'un nuage de particules énergétiques. Cette image, prise par Chandra, le télescope spatial à rayons X de la NASA, est parue en 2009 et est rapidement devenue virale. Tout cela parce que de nombreuses personnes ont repéré une structure ressemblant à une main au milieu de toute cette matière spatiale en suspension. La NASA a expliqué que l'étoile tournait à une vitesse prodigieuse et qu'elle projetait de l'énergie dans l'espace environnant. Cela crée des structures complexes et intrigantes, comme la grande main cosmique que tant de gens voient ici. Observe maintenant la nébuleuse de la tête de cheval dans la constellation d'Orion. Il s'agit d'un nuage sombre et glacial de poussière et de gaz qui a été observé pour la première fois en 1888.
Cette ombre est sculptée dans la poussière même. À la base de la nébuleuse, on compte de nombreux points lumineux. Ce sont de jeunes étoiles en cours de formation. Observe plutôt cette étoile extrêmement brillante en haut à gauche de la tête de cheval. Son rayonnement est si intense que l'étoile commence à éroder le nuage qui l'entoure. Cela signifie que dans des millions d'années, la nébuleuse pourrait ne plus ressembler à une tête de cheval. Nous, on ne sera plus là à ce moment-là. Enfin, le très grand télescope de l'Observatoire européen austral a capturé une image dans laquelle on peut observer la collision de 3 galaxies différentes. On peut même observer l'effet qu'elles exercent l'une sur l'autre. Mais le plus singulier, c'est qu'en entrant en collision, elles ont créé cette forme reconnaissable. Ne ressemble-t-elle pas à un colibri géant de l'espace ? Nous rêvons depuis longtemps d'une vie sur Mars. Non seulement de notre culture de pommes de terre là-bas, mais aussi de toutes les pommes de terre qui auraient pu s'y trouver dans le passé. Y a-t-il déjà eu de la vie sur Mars ? Récemment, des scientifiques ont découvert quelque chose qui pourrait en être la preuve. Voyons de quoi il retourne. Mars est la 4e planète à partir du Soleil. Aucun être humain n'a encore posé le pied sur Mars, mais des robots y ont posé leurs roues. Les premiers engins spatiaux à avoir visité la planète rouge étaient les atterrisseurs Viking de la NASA. Ils s'y sont rendus en 1976 et nous ont transmis de nombreuses données intéressantes. À l'époque, nous ne savions rien de Mars. Pour nous, elle ressemblait à un désert froid et sans vie. Mais comme nous nous ressemblons beaucoup, les scientifiques ont commencé à se poser des questions. En a-t-il toujours été ainsi ? Ou est-il possible qu'autrefois Mars ait été prospère et pleine de vie ? Et en 2022, le rover martien Perseverance de la NASA a trouvé quelque chose qui pourrait éclairer ce mystère. Mais tout d'abord, qu'est-ce que Perseverance ? Selon les scientifiques, s'il y a déjà eu de la vie sur Mars, il est peu probable qu'elle ait pu disparaître sans laisser de traces. Elle a dû laisser des marques, peut-être sous terre, où elle serait protégée des caprices solaires radioactifs et autres nuisances. Il faut donc examiner les roches. Il est important de noter que nous ne recherchons pas de vie sur Mars pour l'instant. Il est fort probable qu'il n'y en ait pas. Nous voulons plutôt nous pencher sur le passé lointain de notre planète voisine. Nous parlons là de milliards d'années. Quand Mars était chaude, verte et loin d'être sans vie. En d'autres termes, nous devons retrouver des microbes morts et divers composés chimiques similaires à ceux de la Terre. C'est la mission de notre protagoniste, Perseverance. Elle est arrivée sur Mars en février 2021. La sonde s'est posée au fond du cratère G0, d'une largeur de 50 km. Et après l'atterrissage, elle s'est déplacée en direction de l'ouest, jusqu'à l'endroit qui a incité les scientifiques à choisir G0 pour leur relevé. Cet endroit est le delta d'une rivière asséchée. Et cet ancien fleuve a déjà plus de 3,5 milliards d'années. Le cratère G0 lui-même était autrefois un grand lac. Eh oui, apparemment, il y avait de l'eau sur Mars. Et les chercheurs suggèrent que ces endroits pourraient être les parfaits gardes du corps des microbes. C'est exactement ce que font les bactéries sur Terre. Elles se cachent, demeurent immobiles dans les profondeurs des lacs et des étangs. On pourrait donc probablement y retrouver des traces. Les chercheurs pensent que ce lac particulier présente la plus grande valeur scientifique de toute la mission. C'est ici, à G0, que l'on a le plus de chances de trouver des roches sur lesquelles de telles bactéries auraient pu un jour survivre. Perseverance s'est donc rendu dans le delta. La route n'aura pas été facile. Le véhicule s'est un peu planté et a atterri plus loin que prévu. Comme le disait Cooper dans Interstellar, cette petite manœuvre va nous coûter 51 ans. Heureusement, Perseverance n'en a pris qu'un. Et en chemin, il a pu explorer G0 d'un peu plus près. Ce rover utilise un outil intégré complexe pour explorer le monde qui l'entoure. Cet outil s'appelle le Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals. Ou tout simplement, Sherlock. La NASA raffole des acronymes. À mesure que l'appareil s'approchait du delta, le signal des molécules organiques s'intensifiait. Bientôt, ces signaux étaient omniprésents et, de surcroît, ils étaient les plus brillants jamais observés par les scientifiques. Qu'est-ce que cela signifiait ? Élémentaire, mon cher Watson. Tu sais, Sherlock, il était temps de creuser. Depuis juillet 2021, Perseverance a foré et collecté 4 fines carottes de roches sédimentaires. Le nombre total de roches collectées est actuellement de 12. C'est la première fois de l'histoire que l'on collecte de telles choses sur une autre planète. 6 carottes ont été prélevées sur 2 roches nommées Skinner Ridge et Wildcat Ridge. Les 2 premières carottes, celles de Skinner Ridge, ne semblent pas très intéressantes à première vue.
Elles sont assez proches de ceux que l'on peut trouver dans de nombreux endroits sur Terre. Cependant, si nous les regardons de plus près, nous verrons qu'elles sont parsemées de grains ronds faits d'un matériau sombre. 6 grains sombres pourraient avoir été déposés par une ancienne rivière, celle-là même qui se jetait dans l'ancien lac de Jezero. Il est possible que la rivière les ait apportés d'endroits situés à des centaines de kilomètres du cratère. Et ça, c'est plutôt cool, car si nous étudions ces carottes, nous pourrons en apprendre davantage sur les coins même les plus reculés de Mars. Enfin, il n'y a pas de coin sur Mars, mais tu vois le topo. Puis en avril 2022, Perseverance est parvenu dans le delta. Les scientifiques avaient enfin trouvé ceux qu'ils cherchaient. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette découverte les a enthousiasmés. Ils ont foré 2 nouvelles carottes, qui contenaient des substances organiques. Cette paire-ci a été prélevée à Wildcat Ridge. Elle se trouve très près de Skinner Ridge, mais les 2 roches sont très différentes l'une de l'autre. Ces échantillons sont plus clairs et plus uniformes. Il s'agit très probablement de mudstone, une roche inhabituelle, semblable à l'argile, mais plus dure et incapable d'absorber l'eau. Leur grain est également plus fin que celui des carottes de Skinner Ridge. Pourquoi est-ce important? Parce que plus les grains de la pierre sont fins, plus il est probable qu'elles contiennent des traces d'une vie passée. Sur Terre, les pierres à grains fins reposent le plus souvent au fond des étangs et dans des endroits similaires. Elles peuvent y conserver les restes d'organismes morts et d'autres éléments similaires pendant des siècles. Et c'est exactement ce que nous avons retrouvé dans ces carottes. De plus, selon les scientifiques, il y avait plus de matière organique dans ces 2 carottes que dans n'importe quel autre endroit étudié par Perseverance jusqu'à présent. Elle s'y est probablement accumulée pendant que le lac s'évaporait progressivement, il y a des milliards d'années. Il y a donc bien eu de la vie sur Mars. Bon, mais ralentissons un peu. Les substances organiques sont des molécules contenant du carbone. Et oui, sur Terre, elles sont le plus souvent associées à la vie. Mais pas toujours. Parfois, elles peuvent se former à la suite d'autres choses. On ne peut donc pas encore dire avec certitude s'il y a eu de la vie sur Mars. Nous ne savons pas si ces molécules sont réellement issues de microbes martiens ou si elles sont le résultat d'autres phénomènes. Mais cette découverte est tout de même très importante. Nous devons littéralement continuer à creuser dans cette direction. Pour en savoir plus sur cette matière organique, les scientifiques doivent prélever quelques échantillons supplémentaires de roches à grains fins. Il serait également intéressant d'étudier les matériaux qui se trouvent autour de ces anciens réservoirs. Perseverance s'est déjà déplacée vers une autre région, un endroit portant le doux nom d'Enchanted Lake. À présent, elle doit y chercher des choses similaires et elle continuera également d'étudier le lac Jezero. Enfin, Perseverance montera jusqu'au sommet du delta, puis continuera à explorer les sites anciens aux abords du cratère. Quelque temps avant la fin de l'année 2022, Perseverance disposera probablement de 6 échantillons, ou plus de ces carottes martiennes. Malheureusement, ces outils, bien que complexes, sont assez limités, et ces données ne suffiront pas à elles seules à nous donner une image complète. C'est pourquoi la NASA prévoit d'envoyer d'autres engins spatiaux à Jezero dans les années à venir. En collaboration avec l'Agence spatiale européenne, elle travaille sur la prochaine mission robotique, baptisée Mars Sample Return. Le nom parle de lui-même. Ces appareils arriveront et emporteront toutes les éprouvettes du vieux prospecteur Perseverance. Ensuite, ces échantillons seront livrés sur Terre, mais pas par la poste. Puis, les scientifiques pourront les analyser dans des laboratoires de pointe. Cependant, tout cela prendra beaucoup de temps. Le lancement de cette mission est prévu pour 2027, 2028, et ces vaisseaux spatiaux ne pourront pas revenir avant 2033. Mais si tout se déroule bien, ce seront les premiers échantillons de l'histoire livrés à la Terre depuis Mars. En d'autres termes, il y a encore matière à rechercher, littéralement. En effet, nous ne connaissons pas encore la véritable portée de ces découvertes. Mais c'est pour cela que la mission a été créée, n'est-ce pas? Et qui sait, peut-être que dans quelques années, nous découvrirons enfin la vérité sur ce qui s'est passé sur Mars il y a des milliards d'années. Oh, regarde, des Martiens! Avons-nous découvert une nouvelle civilisation ?
S'agirait-il d'une porte? L'habitation d'un extraterrestre? Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil par les fenêtres? Après tout, c'est l'astromobile Curiosity de la NASA qui a envoyé cette image sur Terre. Et en ce moment même, ce véhicule explore la surface de Mars. Malheureusement, les astronomes ont vite fait de gâcher notre plaisir. Ils ont affirmé qu'il s'agissait simplement d'un élément naturel du paysage martien. Plusieurs indices les ont amenés à penser qu'il ne s'agissait pas réellement d'une porte. Par exemple, elle est minuscule, à peine 1 mètre de haut. Mais cela pourrait simplement signifier que les Martiens ne sont pas très grands, objecteras-tu peut-être. Cependant, les scientifiques continuent d'insister. Cette chose qui ressemble à une porte n'est en fait qu'une ouverture, tout ce qu'il y a de plus naturel dans la roche. Et ce sont les vents et l'érosion qui l'ont créée. Si tu regardes attentivement la roche, tu remarqueras peut-être des strates, des couches minérales que l'on distingue mieux que ce qu'il y a autour, car elles sont plus dures. Ces strates plongent ici, à gauche, et un peu plus haut, à droite. Elles sont probablement apparues il y a environ 4 milliards d'années, dans une rivière ou une dune exposée au vent. Et depuis leur formation, les puissants vents de la planète rouge les ont encore plus érodées. Maintenant, ce que tu vois, c'est qu'elles disparaissent à l'intérieur de la porte. Et regarde ça, tu vois ces fissures? Oui, celle-là. Voilà comment les roches vieillissent sur Mars. Cette petite grotte a probablement été formée au moment où les strates se sont fracturées. Il est possible qu'un gros rocher soit tombé, et cela a créé cette ouverture en forme de porte. Cette théorie est tout à fait plausible, parce que même si la gravité sur Mars n'est pas aussi forte que sur Terre, elle est quand même assez forte pour que ça arrive. D'ailleurs, tu vois ce rocher à droite de l'ouverture? Son arête n'est-elle pas étrangement lisse et verticale? C'est sans doute lui le coupable. Il est probablement tombé il n'y a pas si longtemps, et les vents martiens ne s'en sont pas encore débarrassés. Pourtant, les vents sur Mars peuvent être extrêmement puissants. Cette planète est célèbre pour ses intenses tempêtes de poussière. Parfois, la poussière soulevée est telle qu'il est possible de l'apercevoir depuis la Terre avec un télescope. Ces tempêtes se produisent chaque année et s'étendent sur des zones correspondant à des continents entiers. Et elles durent plusieurs semaines. Mais en plus de ces tempêtes annuelles, il en existe d'autres encore plus impressionnantes. Mais elles se produisent beaucoup plus rarement. En revanche, elles sont plus puissantes et bien plus intenses. On les appelle tempête de poussière globale, car elle recouvre toute la planète. Mais même si tu te retrouvais pris dans la tempête la plus violente de Mars, ce ne serait pas aussi terrible que tu pourrais le penser. La vitesse du vent ne dépasse pas les 96 km/h. Sur notre planète, les vents peuvent atteindre 2 fois cette vitesse lors d'un ouragan. Tu dois aussi garder à l'esprit que la densité de l'atmosphère de la planète rouge ne représente même pas 1% de celle de la Terre. Du coup, si tu voulais faire voler un cerf-volant sur Mars, il faudrait que le vent soit beaucoup plus rapide que sur Terre. Sans ça, tu ne pourrais même pas le faire décoller. En d'autres termes, même s'il y a beaucoup de vent sur Mars, il n'est pas aussi intense que sur notre planète. Au fait, tu as peut-être remarqué que j'appelle souvent Mars la planète rouge. Pourquoi ? C'est simple, notre voisine est couverte de poussière, de terre et de roches riches en oxyde de fer. C'est ce qui donne à la surface de la planète la teinte rouge qui est sa marque de fabrique. D'ailleurs, regarde, voilà la marque en question. Mais non, je plaisante. Mars est la 4e planète en partant du Soleil. C'est pas si loin de notre étoile, te dis-tu peut-être. Pourtant, c'est un monde froid et désert. La température moyenne à sa surface est de moins 63 degrés Celsius. Mais si tu visites un jour l'un de ces pôles pendant l'hiver, assure-toi de porter des vêtements chauds, parce que les températures peuvent y descendre à moins 140 degrés Celsius. En été, cependant, tu trouverais probablement le climat très agréable dans certaines régions. Les températures peuvent y atteindre 21 degrés Celsius, pas très différent de ce à quoi nous sommes habitués. Mars est l'un des corps spatiaux les plus explorés du système solaire. Pour l'instant, la NASA a envoyé 2 astromobiles afin de parcourir ces paysages rouges, Curiosity et Perseverance. Il y a aussi un atterrisseur appelé InSight et l'hélicoptère Ingenuity, que l'on surnomme affectueusement Genie. Perseverance est l'astromobile le plus avancé et le plus grand jamais envoyé sur une autre planète. Son voyage vers la planète rouge a duré 203 jours, et Genie a voyagé jusqu'à Mars accroché à Perseverance. Ça a dû être chouette. Et maintenant, je vais te dire quelque chose de très curieux. Imagine que tu sois un Babylonien et que tu vives il y a environ 5000 ans. Babylone était une civilisation de l'ancienne Mésopotamie. Rappelle-toi, tu as appris ça à l'école. Bref, ton voisin vient te voir et te demande « Quel jour sommes-nous aujourd'hui ?» Et que réponds-tu ? « C'est le jour de Mars. » Attends, quoi ? Lorsque les Babyloniens ont créé la semaine, ils ont décidé de la diviser en 7 parties. Chaque jour a été nommé d'après un corps spatial, comme la Lune, le Soleil, Vénus et ainsi de suite. Le jour de Mars, c'était le mardi. Les Babyloniens croyaient que ces objets spatiaux influençaient le cours de leur vie. Et comme Mars était de couleur rouge, ils l'associaient à l'agressivité.
C'est pourquoi le mardi, ils organisaient des cérémonies spéciales pour éviter l'influence de la méchante planète. Et c'est vrai, Mars semblera inamical à un voyageur fatigué. Son atmosphère est peu dense et son volume représente à peine 1% de l'atmosphère de la Terre, comme nous l'avons dit. En d'autres termes, il y a 99% d'air en moins pour respirer sur la planète rouge. L'atmosphère de Mars est principalement composée de dioxyde de carbone. À des concentrations aussi élevées, c'est un gaz très toxique pour nous, les humains. Et si tu cherchais de l'oxygène pour respirer sur Mars, tu serais plutôt déçu. Il n'y a que 0,1% d'oxygène dans l'air de la planète rouge. Ce n'est certainement pas suffisant pour que tu puisses y survivre. Pour le moment, Mars possède 2 lunes, Deimos et Phobos. Les astronomes pensent qu'il s'agit peut-être d'astéroïdes autrefois captés dans le champ gravitationnel de la planète. Ces lunes ont la forme de pommes de terre. La raison, c'est que leur masse est trop faible pour que la gravité leur donne une forme sphérique. Des pommes de terre, hein? On devrait peut-être les renommer purées et gratinées. Un jour, Mars aura son propre anneau, mais il faudra attendre entre 20 et 40 millions d'années. Est-ce que Sympa existera toujours? Reste à l'écoute. Les forces gravitationnelles de Mars mettront en pièces la plus grande lune de la planète, à savoir Phobos. Et ouais, elle sera véritablement réduite en purée. Certains fragments de l'ancienne lune s'écraseront alors sur Mars, et d'autres se briseront pour créer l'anneau de la planète. Cet anneau existera pendant au moins 100 millions d'années. La surface de Mars est traversée par un énorme système de canyons, connu sous le nom de Valles Marineris. On dirait un peu le nom d'une sauce pour les pâtes. S'il se trouvait sur Terre, ce canyon s'étendrait de New York à la Californie, soit plus de 4800 km. Dans sa partie la plus large, le plus grand canyon sur Mars fait 322 km, et il atteint 6 km à son point le plus profond. Si tu as encore du mal à imaginer l'ampleur de ce phénomène naturel, écoute un peu ça. Valles Marineris est 10 fois plus grand que notre Grand Canyon sur Terre. Et puisque nous parlons de choses gigantesques, voici Olympus Mons. C'est le plus grand volcan du système solaire. Et il se trouve aussi sur Mars. Il est 3 fois plus haut que le mont Everest, la plus haute montagne au-dessus du niveau de la mer. Et la base d'Olympus Mons est aussi large que l'État du Nouveau-Mexique. Les scientifiques pensent qu'il a pu y avoir de l'eau sur Mars dans le passé. Qu'est-ce qui leur fait penser ça? Ils ont trouvé tout un tas d'anciens réseaux de fleuves ainsi que des dépressions lacustres à la surface de la planète rouge. En outre, sur Mars, il y a des minéraux et des roches qui ne pourraient avoir été formés que dans un milieu d'eau liquide. Mars pourrait même avoir connu de terribles inondations il y a 3,5 milliards d'années. De nos jours, il y a encore de l'eau sur la planète rouge, mais l'atmosphère de Mars est trop peu dense pour que cette eau reste sous sa forme liquide à la surface. Elle n'existe donc que sous la forme de glace. Tu peux la trouver juste sous la surface de la planète, dans ses régions polaires. Le seul endroit où cette eau est visible, c'est sur la calotte polaire nord. De plus, il arrive que de l'eau salée s'écoule le long des parois des cratères et des flancs des collines. Et il y a de minuscules quantités d'eau dans l'atmosphère de la planète. Mais elle n'est là que sous forme de vapeur. Du coup, moi, pour les vacances, je crois que j'irai tout simplement voir ailleurs.